Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre causerie débat avec nos invités en plateau. Ce soir, j'ai Mahmoud Gergis, il est acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Romuald. Vous allez bien? Super bien, merci. Voilà, bienvenue. Brunel Merinade aussi. Je suis là. Bonsoir à nouveau. Oui, Ah bonsoir oui, et vous êtes bonsoir. Bonsoir à notre invité également. Voilà. François Xavier Noumon, chroniqueur, bonsoir. 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 Bonsoir à nouveau. Vous avez raison. Voilà, chers amis téléspectateurs, on parlera de l'affaire Madougou. Vous le savez, le 3 mars, Rekia Madougou a été interpellé. Depuis le vendredi, elle séjourne à la prison civile de Missérété. Nous avons connu également la sortie des avocats et puis précisément même hier, Maître Kato Atita sur une station de radio, en fait, sur une station de radiodiffusion a également parler de cette affaire-là. Justement, on en parlera avec nos invités en plateau. Gergis, Mahmoud Gergis, déjà, pour vous, cette affaire, ça suscite quelle lecture depuis C'est une affaire qui concerne beaucoup la. C'est une affaire ça fait du bruit un peu sur l'actualité. Et je pense que l'interpellation de Dame Rekia Madougou a été un, un dossier que les juges ont suivi de très près avant l'interpellation. Et bon, comme je le dis à tout le monde, l'affaire est en instruction et puis nous autres acteurs politiques, quoi qu'on dise, nous ne sommes pas habilités à maîtriser certains rouages du truc avant le verdict vraiment final des juges. Très bien. Le verdict des juges, on a quand même constaté que le procureur est sorti. Par la suite, on a eu droit quand même aux révélations du ministre Modeste Kérékou et puis les avocats qui pensent que c'est un acharnement politique. Brunel Merinade aussi. Oui, Romuald, les avocats qui pensent que c'est un acharnement politique, bien, ils ont le devoir de défendre leurs clientes comme cela se doit. Donc, ils ont pris un pan qui pourrait, disons, les avantager. Donc, disons, dans les prochains jours, c'est à eux de nous démontrer par des faits, par des preuves. Donc, parce que devant la loi, tout se fait avec des preuves que vous avez. Et on attend donc qu'ils nous sortent des preuves de tout ce qu'ils vont avancer et pour refuter les théories de l'autre camp. Et l'autre chose également, c'est que c'est vrai, Modeste Kérékou est sorti avec un déballage qui fait froid dans le dos quand on voit tous les messages qui sont passés et autres. Je pense que c'est vrai que beaucoup également sont peut-être sceptiques par rapport à ces déballages qui sont sortis et autres. Mais si on arrive à voir, à faire les liaisons qu'il faut et à prouver ce qu'il faut, la justice fera tout simplement ce qu'elle doit faire pour que les responsables soient punis. De toute façon, comme l'a dit Maître Migan qu'on a suivi sur nos antennes également, tout ce qui est dit ne prouve pas, rien n'a encore dit que Rekia Madougou est coupable. Elle bénéficie encore de la présomption d'innocence. Donc, ce n'est que devant les juridictions, ce n'est que lors du procès qu'on puisse avoir les éléments de langage, les éléments de vérité pour dire oui, à la fin du verdict, elle est coupable. Donc, elle doit, disons, bénéficier ou plutôt être aller en prison, condamné ou non par rapport à tout ce qui aurait été dit d'un camp comme dans l'autre. Il y a François Xavier Noumon sur cette question avant de parler, de revenir sur la
ligne de défense, en fait, parce que c'est ce qu'on estime un peu sur la ligne de défense des avocats. Il y a quand même cette sortie du ministre Modeste Kérékou qu'il ne faut pas occulter, Françoise Avignon. Oui, cette sortie du ministre est venue en rajouter aux éléments qui peuvent corroborer la thèse du procureur. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui concourt, ça peut se voir comme un faisceau d'indices. Donc ça vient donner de la matière à la justice et maintenant quitte à la justice de se saisir, d'autant plus que le ministre dans sa présentation a dit être à la disposition téléphone d'ailleurs. Son téléphone est à la disposition pour expertise. Donc ça vient donner de l'eau au moulin à la machine judiciaire. Maintenant quitte au service compétent de s'en saisir et de tirer le marron du feu si nécessaire. Donc je pense que nous sommes dans une procédure normale et que d'un côté l'État dans ses prérogatives ne peut pas se prémunir de ne pas se saisir d'un tel dossier si tant est qu'il est question de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Il serait quand même bancal qu'un État responsable ne se saisisse pas d'un tel dossier. Mais comme tout le monde le dit autour de cette table, oui, évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait condamnation, Madame Madougou bénéficie évidemment de la présomption d'innocence, mais si le procureur a franchi une étape en délivrant un mandat de dépôt, c'est encore une fois que ça peut s'interpréter comme quoi le procureur aurait certainement des éléments corroborant la thèse évoquée, la qualification juridique évoquée, pour devoir délivrer un mandat de dépôt, parce que ce ne sont pas des actes qui se délivrent comme ça de façon banale. Donc on peut supposer déjà, d'un point de vue sans rentrer dans le fond de l'affaire, que sur la table du procureur, il y a un faisceau d'indices qui fait que, à la date d'aujourd'hui, la justice béninoise considère que, pour le moment, il convient que Madame Madougou soit gardée là où elle est présentement. C'est vrai, vous avez suivi aussi le ministre Modeste Kérékou qui, depuis 2018, a reçu ses messages par erreur, on pourrait le dire ainsi. Aujourd'hui, il en parle parce que, justement, des noms ont été cités dans cette affaire, puisque à la suite donc, de la sortie du procureur. Et donc, par rapport à la régularité de la procédure, qu'en pensez-vous, Mahmoud? Merci. Je n'ai pas bien cerné par rapport à la régularité de quelle procédure. En fait, la procédure enclenchée par la justice. La justice est dans son rôle. La justice est en train de jouer pleinement son rôle, et comme mon frère François Xavier vient de le dire, mais ils vont forcément réunir tout ce qui est preuve et pouvant justifier l'accusation portée sur Dame Rekia Madougou avant de pouvoir l'inculper et lever cette présomption d'innocence là et l'inculper. Et c'est pourquoi je vous disais d'entrée de jeu que ce dossier c'est un peu chaud, parce que c'est en instruction actuellement. Tout le monde est en train de travailler, parce que le sujet sur lequel nous sommes en train d'opiner aujourd'hui est un sujet très grave. On parle là d'association de malfaiteurs, de terrorisme. Ce sont des trucs qui, même si ce n'était pas la personne de Dame Rekia Madougou, quand on détecte de tels signaux dans la société, ce sont des choses qui perturbent la quiétude des populations. Et l'État, en tant que garant de la sécurité, doit quand même prendre ses mesures pour que de telles choses n'arrivent. C'est tout comme si quand on prend un enfant qui s'amuse avec une bûchette d'allumettes à côté d'un stock d'essence et autres, nous n'allons pas attendre à ce que ça tombe que l'enfant allume ça d'abord et jette pour que ça rate avant qu'on ne commence pas à courir ou faire truc. On arrête
même l'enfant déjà dans ses intentions de prendre la chose et aller. Maintenant, si nous revenons dans le cas de l'accusation, la justice, vous savez, on ne condamne pas quelqu'un sur des théories seulement. Il faut aller, c'est avec des preuves tangibles que la justice essaie de fixer et de dire le droit comme nous avons l'habitude de le dire. Puis nous faisons confiance à notre justice. Vous savez, ça fait mal, c'est vrai que quand vous voyez quelqu'un, moi je connais bien Damrek et Amadougou, ce sont des familles proches à moi, son petit frère c'est un très bon ami à moi, et c'est difficile, mais qu'est-ce que nous pouvons faire à un incident pareil? Nous devons laisser ceux qui sont habilités à lever le voile de cette affaire pour que le droit soit dit. Effectivement, il y a, François Xavier parlait de faisceau d'indices et justement l'illustration de Mahmoud aussi vient montrer que la justice ou l'État devrait prendre ses responsabilités parce qu'on est en train de parler quand même d'un sujet hautement grave, si vous permettez le mot. Et on entendait le ministre, le porte-parole du gouvernement qui dit qu'à l'étape aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de preuves avant d'interpeller ou d'aller à l'étape où nous sommes actuellement. Oui, parce que tant que vous avez des informations, vous avez le devoir, justement parce que l'État est garant de la sécurité de toutes les personnes, vous avez le devoir d'aller chercher de quoi il s'agit. Vous savez, ailleurs, pourquoi est-ce qu'ailleurs, en réalité, quand on donne des signalements d'un certain groupe de personnes et qu'ils entrent sur un territoire, on les aborde d'abord, on les arrête pour voir est-ce qu'ils correspondent réellement, est-ce que leurs activités et autres, c'est justement pour pouvoir filtrer en réalité toutes ces personnes qui entrent sur le territoire et un peu voir leurs actions ou autres pour qu'ils ne portent pas préjudice aux personnes qui sont sous leur protection. Donc là, en cette qualité, je pense que l'État a complètement le droit de voir, d'interpeller et de voir ce qu'il y a, ce qui ne va pas, quitte à elle et à ses avocats de donner la preuve du contraire de ce qu'on lui reproche là en ce moment. Et j'aurais aimé quand même que lors de la sortie de ces avocats-là, qu'on puisse réellement s'établir sur des faits, la date à laquelle, par exemple, Modeste Kérékou parlait, qui nous disent ce numéro n'est pas lié à telle personne, qu'on puisse avoir des choses concrètes exactement comme le gouvernement ou bien le procureur et Modeste Kérékou sont sortis pour nous dire des choses réelles, qu'on nous dise également des choses réelles, mais pas seulement plutôt que c'est un acharnement politique. Tout le monde peut être acharné politiquement. Pourquoi est-ce que nos pauvres parents, quand ils vont devant la justice et qu'ils sont malmenés ou autres, pourquoi est-ce que les populations ne sortent pas pour dire non, on ne va pas faire ci, on va plutôt, ils s'acharnent contre... Non, il suffit que ce soit une personne, une personnalité un peu bien vue dans la société pour qu'on parle d'acharnement. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de s'affoler, de laisser place à l'émotion ou autre. Il faut justement faire confiance. Et c'est là où nous devons revoir nos pensées par rapport à nos institutions, faire confiance à nos institutions, ça manque toujours. Et donc l'attitude face aux institutions. Exactement. Faire confiance. Nous n'arrivons pas à faire confiance. On pense toujours qu'on nous berne, qu'on nous dit des mensonges et autres. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire confiance? Pourtant, tous les procès qui ont lieu depuis plusieurs mois à la criette ou autre ne nous démontrent pas forcément qu'il y a anguille sous roche. Très bien. François Xavier, nommons la régularité un peu de la procédure et on en vient maintenant justement à cette ligne de défense des avocats de Rekia Madougou. Par exemple, on estime qu'à la sortie du procureur, la cliente ou leur cliente a été livrée. Je pense que, disons, que c'est de bonne guerre de dire cela du côté des avocats. Mais il faut fondamentalement noter que la sortie telle que le procureur l'a faite, je pense qu'il faut de plus en plus encourager cela. Parce que dans les pays qui se respectent, dans les grands pays, sur n'importe quelle affaire, même les affaires de droit commun,
Vous verrez en France, aux États-Unis, dès qu'il y a un meurtre quelque part, sur toutes les chaînes de télé, vous attendez forcément dans la journée à ce que le procureur sorte et situe tout le monde sur l'affaire qui vient d'arriver. Donc il n'y a rien d'anormal à ce que qu'un procureur sorte et éclaircisse l'opinion publique, en tout cas donne des détails sur les éléments en possession dans l'affaire, de l'affaire en cours, de l'affaire dont on parle, les éléments dont les autorités jugent qu'ils peuvent en parler, parce que une personne ne savait par exemple qu'il y avait une enquête autour de Georges Saka ou du colonel Gendarmerie. On l'a découvert quand le procureur a fait sa conférence de presse. Donc déjà c'est un exercice tout à fait normal. Peut-être que on n'y est pas forcément habitué sous nos tropiques, mais je pense déjà qu'il y a eu quelques exemples et il est tout à fait normal et en fait là c'est ce qui devrait être. C'est ça, c'est la normalité. Ce à quoi on a assisté, c'est la normalité que le procureur de la République vienne éclairer, parce que n'oublions pas, on dit oui, le procureur est nommé par le pouvoir exécutif, évidemment, c'est d'abord conformément à nos tests, mais il faut jamais oublier que la justice se donne au nom du peuple béninois. Donc il est tout à fait normal que le procureur de la République sorte et puisse mettre les populations, puisse les tenir au courant de la teneur de l'affaire dont il s'agit. Donc encore une fois, que les avocats... Et donc dans la régularité de la procédure, il y a... Oui, bon, ça c'est une question technique, parce que ça ce sont les avocats, c'est une bataille c'est une bataille juridique, mais sur la forme de ce que le procureur a dit, on ne peut pas reprocher à un procureur de la République s'il ne l'avait pas fait et on était allé arrêter, interpeller Rekia Madougou comme le mercredi passé. Ces mêmes avocats auraient déploré que voilà qu'on est venu, on aurait peut-être parlé d'enlèvement comme certains ont essayé de le mettre dans le langage commun, mais le procureur a essayé de donner toute la lumière possible sur les éléments en possession de la justice. Donc sur la forme, c'est tout à fait normal que les populations, et d'ailleurs ce sont sur ces mêmes éléments, ce sont ces éléments que le procureur a mis sur la place publique, ce sont ces mêmes éléments que les avocats de Dame Rekia Madougou ont commenté. Sinon ils auraient commenté quoi? Ils n'auraient pas eu de matière à commentaire. Donc je pense déjà que il est tout à fait normal que ces avocats, ils sont dans leur rôle. Cette posture est tout à fait logique. Il n'y a pas. Je pense que nous sommes là, et comme tout le monde le dit autour de ce plateau, ce qui revient à chaque citoyen, c'est de faire confiance à la justice, parce que c'est la posture républicaine adaptée. Il n'y a pas de spéculation à avoir, quand bien même aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous sommes en pleine révolution numérique, donc chacun donne son avis. Tout le monde est plombier, tout le monde est juriste, tout le monde est avocat, tout le monde est ingénieur, donc chacun triture l'information selon ses capacités réelles ou fantasmées. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal que les avocats aient dans ce sens, c'est tout à fait normal, mais la logique judiciaire verra jour certainement sous peu. Voilà. Pourquoi quand on touche surtout à vous, acteurs politiques, souvent, on parle d'acharnement politique. Est-ce à dire que, comme le disait Brunel, est-ce à dire que vous êtes, en fait, vous êtes privilégié dans la société? Je parle, mais vous, là, sur ce plateau, vous n'êtes que le seul acteur politique. Voilà, Mahmoud. Où est-ce que je vais vous dire, les politiciens ne sont pas les intouchables de la République. La belle preuve, vous allez voir que plusieurs sont interpellés pour des forfaits commis, et s'il y a lieu qu'ils soient inculpés ou non, cela se dit, le droit se dit par rapport aux faits qu'on leur reproche. Donc les spéculations autour de l'interpellation d'un acteur politique sont choses normales. Vous savez, nous sommes dans une nation, nous sommes en Afrique, et la population, elle est très émotive. Et quand il y a un fait du genre, chacun essaie de nourrir ses imaginations par rapport à telle ou telle chose. On situe d'abord la responsabilité sans juger la chose de façon objective.
nous rentrons dans le côté émotif de la chose. Est-ce que ce n'est pas parce que tel est contre tel? Est-ce que ce n'est pas parce que tel n'est pas pour telle personne que ça se passe ainsi? Mais quand nous prenons la chose de façon objective, et on se calme tous pour laisser qu'on nous étale des preuves ou bien des arguments ou les... Bon, à la justice, c'est sûr que c'est les preuves. Ou tout ce qui a poussé à amener à interpeller cette personne. Mais on finit parfois par comprendre que à tel acte que les hommes de droit ont posé à tel moment est vraiment juste. Eux, ils n'ont appris qu'à faire ça. Nous ne pouvons pas tous jouer leur rôle dans la société. Donc, quand le problème arrive à leur niveau, nous devons avoir la patience de les laisser faire leur travail. Et l'inculper, fût-il un parent, un frère ou autre. Mais la loi, c'est la loi. Elle n'est pas faite pour les autres seulement. Et quand on juge les autres qui vous ont fait du tort, enfin, un voleur de cabri, par exemple. Quand on juge les autres qui vous ont fait du tort, vous êtes content. Mais le jour que vous êtes aussi interpellé, vous devez avoir la patience de passer et de faire les exercices là, quitte à vous de prouver que ce pourquoi on vous a interpellé n'est pas juste. Et puis vous recouvrez votre liberté en toute tranquillité. Quand on dit que nous sommes dans un pays de droit, chacun doit pouvoir se conformer aux règles qui régissent la République. Et je crois que chacun est dans son rôle. Même nous-mêmes qui sommes ici, il y a des personnes qu'on interpelle. Ça nous fait mal que ça soit cette personne. Mais l'acte posé n'est peut-être pas excusable devant les hommes de droit. Mais nous pouvons quoi face à cette situation? Nous ne pouvons que nous soumettre et nous taire, observer, voir la véracité des faits ou non et le droit qui sera dit. Et puis nous n'avons aucun pouvoir face à cela. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Tout à fait. Brunel Mérinadé aussi, très souvent on entend dire certaines personnalités politiques, nous n'avons pas confiance en la justice. Quand des personnalités politiques le disent, la population, quelle attitude devrait y avoir? Alors la population, est-ce qu'il n'y a pas une confusion qu'on entretient? Oui, c'est vrai que... quand les acteurs politiques qui sont souvent au devant de la scène et qu'on montre souvent dans les médias ou tiennent de tels propos, c'est clair que la population également prend très vite le pas. Et étant donné que ce sont eux beaucoup plus qui inculquent quand même un certain nombre de choses, ce n'est pas pour rien que justement tout le monde et beaucoup de personnes sortent pour dire qu'il y a acharnement, justement parce qu'on tient compte des propos de ces acteurs politiques-là, alors que ce sont eux qui devraient être les premiers, ce sont eux qui font en réalité tout l'appareil presque que tout le monde subit. Parce que les députés, ce sont eux qui votent les lois et c'est nous qui les avons mis là. Si eux-mêmes ne font pas confiance en la justice à laquelle ils envoient les lois qu'on vote et autres pour application, qui fera confiance en réalité? Ce ne sont pas les populations qui viendront dire que non, c'est voilà comme ça qu'on va faire les choses. Donc je pense que mais chaque personne également a le droit, a le devoir même de faire les analyses au-delà de tout ce qui se dit. Ne prendre en compte peut-être des propos de telle ou telle autre personne, mais remettre à plat toutes les informations que l'on a, parce que nous avons, toute personne est dotée d'une faculté et nous avons la possibilité de réfléchir et de voir tout ce qui se passe autour de nous. C'est donc dire que chaque personne, même si les acteurs politiques dictent certains règlements ou bien dictent certaines positions à prendre ou tout ça, nous n'avons pas à suivre forcément tout ce qu'on nous dit. Nous avons à suivre ce que nous pensons être bien pour nous, pour notre famille, pour notre entourage, pour que nous puissions évoluer. François Xavier, c'est la question. Oui, cette question sur la justice, c'est un vieux serpent de mer. Je pense que après tout, c'est une question d'éducation à la citoyenneté. Et ça, c'est la responsabilité du personnel politique.
c'est l'éducation aussi à l'école, l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, pour dire à tout un chacun que les institutions de la République, légalement, librement, à quoi nous avons, le système à quoi nous avons librement consenti et qui sont légalement instituées, nous devons tous, autant que nous sommes, respect à ces institutions, quand bien même nous décèlerions ici et là quelques motifs quelques motifs de désaccord, ainsi de suite. Donc je pense que c'est une école à laquelle doivent s'inscrire les leaders politiques aujourd'hui. Sur ces 5 dernières années, on assiste à un certain renouvellement de la classe politique. Donc peut-être c'est à la jeune génération d'enfourcher ce débat du bon bout et de pouvoir permettre aux populations qui suivent et qui sont parfois à la merci de ce que peuvent raconter tel ou tel autre acteur, puisse permettre aux populations de tenir ce modèle démocratique par le bon bout. Mais après, quand vous mettez ça de côté, là, encore une fois, j'ai l'habitude de dire que la mauvaise foi, c'est que la mauvaise foi en politique parfois peut prêter à ces élucubrations, mais seulement qu'il y a toujours une limite. C'est parce que quand on commence par délégitimiser les institutions, là, on ouvre la voie au chaos. Parce que les gens peuvent se dire, tous ceux qui crient, qui lapident la justice, qui traitent la justice de tous les noms, mais veulent quand même le pouvoir. Quand ils seront au pouvoir, ils traiteront avec quelle justice? Ou bien ils vont vider tous ceux qui sont là et amener leur propre justice eux-mêmes, ou bien ramener leur propre magistrat. Donc je pense qu'à un moment, il faut savoir raison garder. Et encore une fois, il y a beaucoup de grands pays qui nous donnent, qui nous donnent les exemples, qui nous donnent l'exemple. On s'est appesanti la dernière fois sur le cas, encore une fois, Nicolas Sarkozy, et c'est important d'y revenir. On est resté sur le caractère extraordinaire de la situation. C'est vrai, c'est extraordinaire, mais n'en demeure pas moins que là-bas aussi, on a eu le même débat. Ah oui, ah non, c'est l'acharnement politique, c'est la gauche qui nous a tendu ce piège, le parquet national financier. Le procureur, le doyen des juges a dû sortir pour dire, oui, critiquez autant que vous voulez, mais attention à ne pas aller loin, parce que les institutions sont nos institutions, et quel que soit ce que vous pouvez penser de ces institutions-là, elles demeurent les institutions que nous nous sommes données démocratiquement. Donc tout homme politique responsable doit savoir s'arrêter au bon moment. Et dans ces pays-là, quelque chose on a vu encore aux États-Unis, vous pouvez gesticuler comme vous voulez, mais à un moment, vous devez vous soumettre à la loi. Est-ce que ce n'est pas les exigences de la démocratie? Sommes-nous vraiment ignorants quand on sait que, puisque la ligne de défense, on dit c'est un acharnement politique, c'est une arrestation politique, on pense que, jusqu'à ce que un avocat dit, voilà, nous n'attendons rien de la créature. Quand on le dire ainsi, voilà, quelle appréhension alors le citoyen lambda devrait avoir. Mais quand on est béninois, quand on sait que on vit dans une démocratie comme la nôtre, et qu'on commence par nous dire qu'on ne respecte pas les institutions de la République, là il y a un problème qui se pose. Et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Vous savez, nous voyons ici les mouvanciers inculpés pour certains forfaits qu'ils commettent. Mais quand c'est comme ça, normalement, ce à quoi je m'attends pour pouvoir voir le niveau d'équilibre des opposants, c'est qu'ils applaudissent au moins cet acte qui est posé. Là, on va arriver au moins à dissocier leur mauvaise foi de la bonne. Mais quand c'est comme ça, ils se taisent. Mais quand ce sont les leurs qui sont interpellés tout à l'heure, c'est que c'est de l'acharnement politique. Nous ne pouvons pas évoluer dans une nation comme ça. Parce que la loi, elle n'est pas faite pour les autres seulement. Les institutions de la République, aucun des partis aujourd'hui présents sur la scène politique n'a créé ces institutions-là. Ces partis-là sont venus trouver ces institutions-là en place. Et comme on le dit, le pouvoir, c'est une continuité. C'est sur la fête de chaise. Tous ceux qui sont là aujourd'hui partiront, mais la République demeure. Donc lapider comme ça des institutions qui régissent notre État, c'est que je me demande
qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Pas fini. Est-ce qu'ils veulent venir gouverner une nation sans institution? Il va falloir que nous commencions pas dépassionner un peu le débat, parce que nous voyons que les acteurs politiques en général, en voulant se défendre, cherchent parfois à encenser un peu la population, parce que c'est le dernier recours de toute personne qui n'a raison sur aucune ligne. Ça, il faut blaguer la couche analphabète, jouer sur sa sensibilité, parce qu'on sait que la population, elle est beaucoup émotive, et il faut jouer sur cette sensibilité là pour pouvoir la soulever, pensant qu'elle peut constituer un bouclier pour soi, quel que soit le forfait qu'on commet. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pourquoi la manière dont les choses se font aujourd'hui, elles paraissent nouvelles, cette manière de faire, mais c'est la normale. Elle paraît difficile, oui, parce que nous n'étions pas habitués à ces manières de voir les choses. Nous allons nous y habituer bientôt, et puis de nouvelles générations viendront encore avec de nouvelles manières encore de régir les règles de la République. Et les gens de ce temps-là seront obligés de se conformer encore à ça. La manière dont on jugeait les gens il y a de cela 60 ans, 50 ans dans ce pays, ce n'est pas de la même manière que ça se passe aujourd'hui. Tout évolue, tout est dynamique. Et puis nous ne pouvons pas continuer, pas juger des problèmes nouveaux avec des manières obsolètes. C'est que de vieilles manières de traiter des problèmes d'une nation. Nous évoluons, nous devons nous ouvrir aux nouvelles exigences et aux nouvelles lois qui régissent la République, parce que les lois, vous savez, quand elles ne sont pas pensées de façon impartiale, elles finissent par devenir plutôt trop restreintes pour absorber ou cadrer les problèmes de la société. Donc en voulant les régir et en voulant établir ces lois-là pour une nation, il faut déposer de côté ses émotions. Il faut être très objectif, parce que quand vous ne l'êtes pas, en faisant ce travail, tout à l'heure, vous coincez toute une nation, ou bien vous vous retrouvez tout à l'heure dans le labyrinthe, et parfois sans issue favorable pour des choses pour lesquelles il faut plancher, et très rapidement. Je voulais juste ajouter en une seconde, parce que peut-être ceux qui nous suivent ne perçoivent pas exactement le fond de ce qu'on dit, ou parfois trouvent qu'on prend parti, ainsi de suite. Déjà, encore une fois, les avocats sont dans leur boulot, dans leur posture. Mais il y a une chose principale, et qu'on essaye de dire, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais dans aucun pays vous ne verrez un État traîner quand il s'agit de terrorisme. Quand on parle de terrorisme, on n'a pas le temps d'envoyer des convocations. Que les gens voient, même les pays parce que le terroriste, il ne vous attend pas pour agir. Oui, quand on parle de terrorisme, on n'a pas besoin d'attendre des convocations. Ce serait irresponsable de la part d'un État d'avoir des indices allant, pointant vers le terrorisme, de dire, bon, nous allons attendre, envoyer une convocation, 2 convocations, 3 convocations. Je pense qu'à un moment, quand on a des indices suffisants, qu'on juge suffisants, parce que c'est une affaire de jugement, et l'autorité compétente est la seule qui peut apprécier au regard de ce qu'elle a, de l'opportunité d'appréhender ou pas. Et que les Béninois regardent simplement autour de nous, au Niger récemment. Même au Togo avant les élections présidentielles, pendant pratiquement une année, on a eu pratiquement une rébellion dans une partie du Togo, où il y avait des affrontements réguliers, il y avait des morts d'hommes, et ainsi de suite. On a parlé de terrorisme là-bas, donc peut-être que si on avait interpellé avant, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Donc je pense que quand on parle de ça, peut-être que les gens voient ça de loin, mais il faut voir ce qui se passe dans les pays qui nous entourent pour se rendre compte de ce qu'on appelle la terreur et le terrorisme. Quand on parle de terrorisme, on voit souvent un djihadisme. Il y a des terroristes de toutes sortes. L'histoire foisonne de tout ce qui peut être attaché au terrorisme. Donc, et d'ailleurs, une définition a été donnée par le procureur au niveau, donc les articles 161, 162 et 163 donc du code pénal béninois. Et pour finir, Brunel? Oui, pour finir, moi je voudrais juste inviter les populations à vaquer à leurs occupations. Ce n'est que ça qui puisse réellement nous faire développer et les faire avancer également.
la prévenue qui est devant la justice aujourd'hui a ses avocats qui sauront la défendre parce qu'ils sont dans leur posture, ils sont dans leur rôle, ils savent comment s'y prendre, ils savent comment le faire. Même si on se lève aujourd'hui pour aller dans les rues et autres, ça ne changera absolument rien parce que ce ne sont pas les rues qui décident, ce sont les faits qui décident et les institutions qui décident. Donc que chacun va à ses occupations et attend tout simplement le verdict. Mahmoud, Quand les avocats délégitimisent la criette, qui n'attendent rien de la criette, tout ou tard, il faudra qu'ils aillent plaider devant la criette, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. bon, de toute façon, le Ils n'ont pas le choix. Oui, Mahmoud Gaguis. Merci beaucoup. Moi, je dirais que nous autres, nous sommes des acteurs politiques. Nous ne sommes pas des hommes de droit. Nous ne sommes pas là pour dire le droit. Et quand il y a un forfait qui est commis, il va falloir que nous laissons le soin à ces personnes habilitées à dire le droit, juger de la chose. Mais ce à quoi nous autres, nous voulons appeler toute la population, c'est cette culture de la paix qu'on nous connaît toujours. Mais on ne sait jamais quand est-ce que... Et c'est quand ça commence, on peut savoir, mais quand ça va finir, on ne sait jamais. Et la paix, nous l'avons tellement au Bénin que quand on nous parle de la guerre et autres, nous ne mesurons pas la gravité de cela. Je voudrais interpeller les nôtres à voir que quand nous allons plier nos bagages, les mettre sur la tête, quitter nos 4 murs, nous n'avons nulle part d'autre où nous irons les déposer. Quand nous allons traverser les frontières, nous n'allons jamais être à l'aise comme nous couchons sur nos nattes, à l'air libre, chez nous, ici, quelle que soit la situation que nous vivons et dont nous cherchons des solutions au quotidien. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. La paix doit être la chose que nous allons tous cultiver, que nous soyons jeunes, vieux, acteurs politiques ou non. C'est un facteur qu'il faut prendre très au sérieux, surtout vu les temps qui courent où ces genres de choses sont en train de se passer. Nous devons essayer de dépassionner un peu les choses et regarder au plus près ce qu'est la guerre et l'éviter. Très bien. Merci. François Xavier. Oui, il est important de rappeler à tout un chacun que le plus important dans une démocratie, c'est l'état de droit. L'état de droit est garanti par les lois que nous sommes encore une fois librement données. Donc, pour les Béninoises et les Béninois, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui ont été un peu désorientés par cette affaire, l'attitude qui pourrait rendre service à la collectivité que nous formons, qu'on soit du nord, du sud, ainsi de suite, c'est d'éviter d'être instrumentalisé, mais de faire confiance aux institutions de la République, à la justice, parce qu'elle est la seule habilitée à avoir le dernier mot sur ce sujet. Très bien. Merci beaucoup à vous, Mahmoud Gaguis, acteur politique. Merci à vous, Brunel Mérinade, aussi journaliste. Et puis, François Xavier Noumon, chroniqueur. Merci donc pour la disponibilité. J'espère que on va vous retrouver très incessamment. Ce serait avec plaisir. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.